Bien, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui. Donc Basile Michel, je suis maître de conférence en géographie à l'Université de Cergy-Paris. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde. Donc théoriquement, je ne devrais pas dire grand-chose et laisser plutôt la parole aux différents intervenants. Donc table ronde qui propose de croiser les regards autour de l'évaluation des théâtres publics avec des interventions donc, tant de professionnels que d'enseignants et de chercheurs spécialistes de ce sujet. Alors pour animer cette discussion, nous aurons le plaisir d'écouter donc d'abord Chloé Langeard, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université d'Angers. Pardon. Je crois qu'on avait changé le. Alors après moi au niveau de j'ai l'impression, mais c'est ce qu'on avait mis sur le programme, que l'enchaînement sera plus logique, parce que je crois que Chloé va parler beaucoup de critères d'évaluation. Pas vraiment, mais. Non. Du métier d'administrateur, des administrateurs et administratrices. Oui. Alors, peu importe, non, c'est ce que j'avais compris. Moi, je suivais l'ordre du programme que j'ai, en tout cas, mais... Le fil logique, voilà, c'est tout. Comme vous voulez, Chloé. Après, moi, ça ne me dérange pas d'adapter l'ordre, hein, mais... Oui, je pense que c'est plus global. Ouais. C'est plus général, je pense. Ouais. Moi, je reviens dans le global. C'est très bien. D'accord, alors dans ce cas-là, je vais commencer. Non, il n'y a pas de problème. Moi, un rappel historique. Il y a un petit rappel historique. Oui, ça ne va pas me déranger de m'adapter. Donc Emmanuel Vallon, professeur de sociologie politique à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des politiques culturelles. On écoutera donc ensuite Chloé Langeard, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université d'Angers et spécialisée dans le secteur artistique et culturel, avec donc Marine Cordier, également maîtresse de conférence en sociologie, mais à l'Université Paris-Nanterre. Et puis donc on finira avec l'intervention d'un professionnel, Bruno Micol, directeur régional adjoint des affaires culturelles d'Occitanie depuis 2018 et qui a dirigé le service théâtre de la DRAC Île-de-France pendant plusieurs années auparavant. Donc normalement 20 minutes par intervention, puisqu'on a une double intervention. 20 minutes, je veillerai bien sûr au respect du temps de manière scrupuleuse et je propose de garder le temps de débat, d'échange plutôt à la fin des 3 présentations, de manière à pouvoir justement croiser les questions et les réponses. Voilà, je vous remercie, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, petit retour en arrière. Nous sommes en 1966. Francis Janson sort de la clandestinité. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est celui du principal réseau de porteurs de valises, le mot est de Sartre, qui ont aidé le FLN algérien pendant la guerre d'indépendance. Et donc, il avait créé ce réseau en 1957. Et en 1966, justement, il sort à peine de clandestinité avec une amnistie qui lui permet de réapparaître au grand jour. Il avait, il est vrai, été condamné à 10 ans de prison ferme. Alors, vous l'avez peut-être vu dans la peau du philosophe qui discute avec Anne Wiazemski cette année-là dans le film de Jean-Luc Godard, La Chinoise. Malraux le reçoit dans son bureau parce que Janson vient y chercher les soutiens pour l'action théâtrale que mène son ami Jacques Fournier en Bourgogne. Entre 2 verres de whisky, on avait toujours dans le bureau de Malraux, la conversation n'aborde absolument pas la guerre d'Algérie, où pourtant le ministre et l'intellectuel ont été dans 2 rôles et 2 camps complètement opposés. Mais elle touche à l'action culturelle, et voilà que Francis Janson sort du bureau, investi de la mission qu'il n'avait pas du tout demandée, de directeur de la Maison de la Culture en préfiguration de Chalon-sur-Saône. Une maison de la culture, un lieu qui n'existe pas, ce qui va permettre à Francis Janson de passer de la théorie à la pratique, et comme il le raconte dans un ouvrage de 1973, L'action culturelle dans la cité, d'expérimenter ce que c'est qu'une mission de démocratisation, entre guillemets, des arts, de la culture et du théâtre plus particulièrement, sur un territoire où il n'y a aucune expérience, aucune implantation et pas de lieu, même si en 1984 s'ouvrira l'Espace des Arts, qui est aujourd'hui une scène nationale à Chalon-sur-Saône. Alors, en 68, juste après les événements de cette année,
Il déclare dans une... enfin, en 68, il joue un rôle très important de porte-plume et d'inspirateur de la fameuse déclaration de Villeurbanne en 1968 qui introduit la notion de non-public. Il dressait dans cette déclaration l'amer constat des difficultés, des limites de cette entreprise de démocratisation culturelle. Je cite, « La simple diffusion des œuvres d'art, même agrémentée d'un peu d'animation, apparaissait déjà de plus en plus incapable de provoquer une rencontre effective entre ces œuvres et d'énormes quantités d'hommes et de femmes qui s'acharnaient à survivre au sein de notre société, mais qui, à bien des égards, en demeuraient exclus. » Et un petit peu plus tard, à peine plus tard, en juillet 68, dans une réunion d'experts à l'UNESCO dont le thème était déjà les droits culturels en tant que droits de l'homme, il expliquait cette notion de non-public promise à un grand avenir introduite par le manifeste Villeurbanne. Il s'agit de créer les conditions qui rendent possible la mise en rapport des œuvres et des hommes, quels que soient ces hommes, y compris ceux pour qui actuellement les œuvres ne signifient rien. Un peu plus loin, l'action culturelle, c'est nous mettre au service de ce non-public pour l'aider à poser les problèmes qui sont les siens et non pas les problèmes qui sont les nôtres. Alors, au Théâtre Sorano à Toulouse, en février, un petit peu avant ça, il avait déjà précisé sa définition d'une maison de la culture. Il faut que la maison de la culture soit un centre de pulsion vers l'extérieur et que son équipe animatrice consacre une bonne partie de son temps à aller trouver les gens sur le terrain, à les rencontrer là où ils sont. Bon, Francis Janson est mort en août 2009, mais ses réflexions avaient aussi beaucoup inspiré Jean-Claude Vallac, qui il y a quelque temps était délégué général du SYNDIAC, le syndicat des directeurs des entreprises artistiques et culturelles, et qui avait publié un peu plus tôt, en 2006, un petit ouvrage qui lui a causé beaucoup d'ennuis et qui s'intitulait « La culture pour qui ?» point d'interrogation, essai sur les limites de la démocratisation de la culture, paru aux éditions de La Tribu à Toulouse. Et évidemment, les membres du syndicat des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles ont guère apprécié cette analyse critique, introspective du fonctionnement de leurs établissements au moment même où ils se sentaient en danger face aux nouvelles mesures de déconcentration d'une part et à la mise en œuvre de la charte des missions de service public des établissements du spectacle vivant d'autre part. Alors les raisons qui leur firent condamner Jean-Claude Vallac et écarter de la présidence du SYNDIAC Francis Peduzzi, qui était le directeur du Channel, la scène nationale de Calais, semble exactement celle qui le ferait applaudir aujourd'hui dans cette enceinte. Est-ce que pour autant les thèses de la dissémination et de la pollinisation du théâtre que j'ai défendues dans plusieurs articles, dont un paraîtra bientôt dans la revue Études théâtrales, est-ce que ça se serait imposé sans bruit? On pourrait le croire à lire les volets de médiation culturelle, de création participative, de la programmation de l'ensemble des scènes nationales, des plus de 70 scènes nationales que l'on compte aujourd'hui, ou tout simplement encore avant-hier matin, en lisant l'infolettre du Théâtre de la Ville, il est vrai, privé de son lieu habituel et donc commis à une certaine forme de dissémination ou de dispersion dans la cité, solaire et solidaire, donc daté du 13 décembre 2021. Notre volonté est de revivifier les liens entre la culture, la santé, l'éducation et le champ social. Ainsi, en réaffirmant nos engagements d'artistes et de citoyens, nous pouvons, comme nous nous y étions engagés au cœur de l'épidémie, continuer à tenir parole. Et c'est signé Emmanuel de Marcimotta avec l'équipe du Théâtre de la Ville. Alors donc, rien de nouveau sous le soleil de l'action culturelle depuis 1968 ? Ça mérite examen. Premier sujet de réflexion, la territorialisation. Depuis qu'elles sont devenues les principales bailleuses de fonds des centres dramatiques nationaux
et des établissements d'action culturelle, les collectivités territoriales, communes, groupements intercommunaux et les départements et les régions ont fait évoluer la définition des missions des théâtres publics en influant sur la rédaction des cahiers des charges et des missions. Il est vrai que pour les centres dramatiques nationaux, il s'agit d'une sorte de rattrapage historique, en quelque sorte. Souvenez-vous, dans la première période, les prescriptions étaient directement émises par Jeanne Laurent à la Direction générale des arts et des lettres, à son poste de sous-directrice chargée du théâtre et de la musique, et c'était ces indications qui tenaient lieu de cahier des charges. Mais à ses yeux, la permanence d'équipes d'acteurs au sein des centres dramatiques nationaux garantissait le droit d'accès des habitants aux œuvres de répertoire ou de création, et donc l'imprégnation par l'art dramatique du territoire qui était ainsi désigné. C'est vrai qu'il y avait alors des troupes dans les CDN, donc des comédiens vivant au milieu des populations pour lesquelles ils travaillent. L'essor du programme des maisons de la culture qui a suivi après pendant les années Malraux, et puis ensuite d'autres catégories d'établissements d'action culturelle, a amené à une modification de cette conception, car souvent ces équipements polyvalents, dirigés par des hommes et plus rarement à l'époque par des femmes de théâtre, n'étaient pas accompagnés de moyens artistiques permanents, il n'y avait pas de troupe, et c'était plutôt les compagnies de passage qui apportaient la chair de l'art en proposant leur spectacle. Et il faut ajouter que fin 1969, la généralisation du système spécifique d'allocation de chômage qui avait été expérimenté à la veille de la Seconde Guerre mondiale pour les cadres de l'industrie cinématographique offrait une solution parce que c'était au bénéfice d'artistes et de techniciens qui alternaient des contrats courts et des périodes sans emploi. Et donc on n'avait plus besoin de ce qu'on appelle, en termes d'administration, un peu désagréable ce terme, des masses artistiques permanentes. Donc les compagnies, petit à petit, ont cessé d'être résidentes, même l'aventure des troupes permanentes, comme on disait dans la fin des années 60, n'a eu guère de lendemain. Le décret de 1972, le premier qui soit intervenu pour porter contre-type de décentralisation dramatique et donc encadrer les missions de ces centres dramatiques nationaux, n'avait pas de valeur d'engagement budgétaire, donc ne se prononçait pas réellement sur la présence ou non de troupes, donc de personnel capable d'essaimer sur l'ensemble du territoire. Alors, constatant la difficulté d'élargir et de diversifier leur audience dans leurs propres murs, malgré le déploiement de grilles tarifaires, le déploiement d'un éventail de solutions de médiation toujours plus étendues, les élus territoriaux ont multiplié les demandes d'intervention à travers les territoires, ont réclamé des projets en direction de différentes catégories de population jugées éloignées de l'offre artistique. Alors bien sûr d'abord la jeunesse scolarisée, mais aussi la jeunesse en quête d'insertion professionnelle, les usagers des centres sociaux, les résidents des maisons de retraite, les patients des hôpitaux, les personnes détenues, etc. Et c'est ainsi que la mue des établissements a commencé dans les années 80 en particulier, qui sont celles de la professionnalisation de la médiation. Et les quelques étudiants venus de filières de médiation culturelle qui sont ici présentes et présents le savent bien, avec à la clé des diplômes et des formations. Mais ce serait réducteur de penser que c'est simplement sous l'impulsion de ces nouvelles forces de médiation que la territorialisation s'est développée. En effet, il faut réfléchir aussi à un autre aspect des choses qui est la perte de centralité du théâtre dans sa ville et qui se joue sur plusieurs volets. C'est un processus historique, surtout si on compare à ce que représente un théâtre municipal ou un grand théâtre de capitale au milieu ou à la fin du XIXe siècle.
Cette perte de centralité, elle se vérifie sur le plan géographique, l'aménagement du territoire. Maintenant, un nombre très conséquent de théâtres de ville, plus de 120 scènes conventionnées, j'y reviendrai, des scènes nationales, il y en a chaque année une nouvelle qui apparaît. Et puis, bien entendu, outre les centres dramatiques nationaux déjà mentionnés, des centres chorégraphiques, des centres de développement chorégraphique, enfin, on en est depuis la création d'un nouveau label pour les centres nationaux de la marionnette à 13 labels reconnus par l'État, qui ne sont pas tous du domaine du spectacle vivant, mais qui permettent d'assurer des missions de diffusion de la création artistique sur les territoires. La perte de centralité, donc, elle est aussi physique. N'oublions pas que dans l'espace d'une ville donnée, surtout quand c'est une métropole, seulement une partie des personnes que l'on y croise sont des habitants. Il y a une mobilité des salariés, il y a une mobilité des usagers, et puis il y a aussi une mobilité des habitants eux-mêmes qui ne sont pas attachés ad vitam aeternam à une circonscription ou à un arrondissement. Une perte de centralité politique parce que l'État n'est plus le seul maître de la distribution des titres et le seul détenteur du prestige en matière artistique. Il y a une concurrence entre des pouvoirs nationaux et territoriaux, et cela a commencé d'ailleurs très tôt, puisque nous sommes ici à Bobigny, et c'est souvent dans les villes de banlieue, de Ceinture, de Paris ou de Lyon, que les politiques culturelles les plus novatrices ont éclos. Une perte de centralité économique, les flux de capitaux et les sources de plus-value sont répartis de façon aujourd'hui un peu moins univoque qu'auparavant. Une perte de centralité symbolique, même s'il y a une grande propagande pour les Creative Cities vantées par Richard Florida, on a tout de même certaines pertes de prestige des grandes agglomérations qui s'est d'ailleurs accentuée avec le sentiment d'étouffement pendant le confinement et la pandémie. Une perte de centralité au plan technique, ça, je n'ai pas besoin d'expliquer à quiconque ici les conséquences concrètes de la numérisation, et puis aussi le développement de médias qui sont autrement plus puissants pour proposer des modes d'expression que le théâtre, dans leur capacité à toucher les grandes masses. Et puis enfin, une perte de centralité du point de vue esthétique, non pas que le théâtre et les autres arts vivants auraient perdu de leur intensité ou de leur valeur, mais simplement, ils ont appris à se confronter à l'horizontalité du territoire, à sortir de la scène, à abattre des quatrièmes murs qui, à vrai dire, n'ont jamais vraiment existé, à se répandre dans la rue et dans l'espace public, et ce, au moins depuis les années 70. Alors, c'est le moment, je vais bientôt conclure, enfin, commencer à 53, donc je pense qu'il me reste encore un petit peu de temps. Je crois que c'est le moment de s'interroger sur le sens de ce mot « territoire ». C'est un signifiant à incarner. À vrai dire, si on passe en revue les mots employés pour désigner le peuple dans la langue politique française, on se rend compte que territoire est devenu son substitut. On est passé de peuple à électorat, d'électorat à population au pluriel, quelquefois à gens, d'une façon beaucoup plus indistincte, y compris dans le vocabulaire du Parti communiste français, à habitants, à usagers, contribuables bien évidemment. Ces populations au pluriel sont envisagées par catégorie, par lieu, par institution, et évidemment en fonction des associations et autres partenaires susceptibles d'atteindre ces différentes catégories. Donc le mot de territoire, même mis au singulier, alors qu'il y a pourtant une géométrie variable des espaces entre la commune et ses voisines, l'agglomération, le département, la région, le bassin d'emploi, le bassin de population, les espaces
parlons pas des biotopes, mais au moins des espaces de déplacement desservis par les transports en commun. Ce mot de territoire, finalement, il vient nommer ce que l'on ne sait plus unifier et incarner de façon efficace dans la langue politique. Et donc, comment évaluer la manière dont le théâtre et les arts du spectacle vont venir à la rencontre de ce mythique territoire? Eh bien, évidemment, c'est un peu l'affaire des collectivités territoriales, mais c'est aussi, Bruno Nicole ne me démentira pas, une préoccupation de l'État. L'État n'est pas demeuré en retrait. La charte des missions de service public pour le spectacle vivant de 1998 assignait déjà aux directions de ces lieux de création subventionnés 4 ordres de responsabilité artistique, territoriale, sociale et professionnelle. Donc territoriale. La loi Liberté de création, architecture et patrimoine de 2016 de 2017 a repris ces notions à son compte et son article 3 place la politique de service public sous la bannière des droits culturels, tandis que son article 5 stipule que les cahiers des charges des structures labellisées ou conventionnées doivent notamment désigner des objectifs en matière de traitement équitable des territoires et puis d'éducation artistique et culturelle, de professionnalisation des artistes et des auteurs, etc. Toutes ces exigences, on les retrouve aussi dans la dernière version de l'arrêté fixant le contrat de décentralisation dramatique et qui date de 2017. Alors, l'impératif de l'évaluation était présent déjà dans une commande politique, celle par exemple de Nicolas Sarkozy dans sa lettre de mission à Christine Albanel en 2007, lorsqu'il proclamait, je cite, l'échec de l'objectif de démocratisation culturelle et appelait à veiller à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondante aux attentes du public et exigeait de chaque structure subventionnée qu'elle rende compte de son action et de la popularité de ses interventions en leur fixant des obligations de résultat. Bon, mais si aujourd'hui les résultats escomptés en cette matière font l'objet non seulement d'évaluations qualitatives, mais aussi d'indicateurs de performance, c'est en partie en raison de la mise en œuvre de la loi organique sur les lois de finances qui a été votée en 2001 et qui est pleinement appliquée depuis 2006, puisqu'elle a introduit des quotas, des critères quantitatifs dans les tableaux de contrôle de ces établissements. Par exemple, le taux de remplissage de la jauge, le pourcentage de recettes propres, le montant des fonds drainés par le mécénat, etc. etc. Et puis, la dernière version du contrat type de décentralisation dramatique le stipule lui-même en son article 7, en reprenant ces éléments. Alors, sans s'appesantir là-dessus, parce que je crois que ça va être l'objet d'autres exposés, je voudrais simplement rappeler qu'évidemment, les responsables des établissements culturels sont rétifs par vocation, par formation, par goût et conviction à cette approche quantitative. Ce qui ne les empêche pas de s'y plier, puisque d'ailleurs il y a des obligations de réunions régulières à ce sujet, mais il est important, au moment où ils cherchent à mettre en avant plutôt les critères qualitatifs, de souligner quelques ambiguïtés et contradictions du contrat social auquel ils se trouvent dès lors assujettis, dans leur espoir de renouveler conjointement la grammaire de la création scénique et la méthodologie de l'action culturelle. Alors, pour aller très vite et vraiment conclure, je vais juste énumérer ces clivages et puis je le développerai s'il y a une version écrite de nos ébats et de nos débats. Ces clivages, ils sont vécus au quotidien par l'ensemble des responsables et par leurs équipes, bien évidemment. D'abord, la vieille distinction amateur-professionnel n'a pas disparu. Et l'implication de nombreux amateurs désormais dans des spectacles, leur participation à un processus de création n'empêche tout de même que une bonne partie des critères sur lesquels se fixe non seulement la critique ou les tutelles, mais aussi le public, concerne évidemment les compétences à exercer son art. Et on voit même que l'autodidaxie
recule plutôt dans le recrutement des artistes du spectacle qui sont de plus en plus diplômés et d'ailleurs souvent à un niveau supérieur. Deuxième clivage, bien sûr, et on l'entend à écouter Loïc, Christophe et leurs équipes et toutes les équipes de l'AMC 93, il y a désormais une articulation beaucoup plus forte, pensée au niveau du projet entre création, diffusion et médiation. Mais il n'y a qu'à regarder les organigrammes, les budgets et voir les flux dans les établissements, notamment lorsqu'il y a une très grande salle dont il faut bien effectivement remplir la jauge pour comprendre que la division ordinaire des tâches n'a pas complètement disparu et que dans l'esprit du public, un spectacle n'est pas encore tout à fait un processus, mais plutôt d'abord un résultat. Autre contradiction éventuelle, même dans la vie d'une maison, c'est formidable d'avoir des ateliers toute la journée dans un établissement parce que ça veut dire qu'il y a de la vie et souvent de la jeunesse, mais les équipes techniques peuvent être aussi amenées à préparer le spectacle, elles ont leurs propres contraintes. Il en résulte parfois des tensions au niveau de la gestion des personnels et des tensions budgétaires. Valérie Lang et Stanislas Lordet l'ont appris à leurs dépens et aux dépens des collectivités publiques lorsqu'ils ont dirigé le TGP avec un projet formidable qui devait en principe apporter cette mobilisation permanente des équipes. Et Marie-Josée Malice, qui a été présidente du Syndiac elle aussi, a connu de telles difficultés récemment au Centre dramatique national d'Aubervilliers, quand une partie du personnel lui a fait entendre qu'il était difficile de suivre le rythme de mobilisation impliqué par cette projection vers le territoire. Et puis, il y a des contradictions sur le plan artistique entre la recherche d'une authenticité par la quête de documents, la collecte de récits et l'appétit de fables, de fiction. Les artistes peuvent être parfois dans une forme d'hésitation, mais il y en a aussi une politique, puisque la participation qui est devenue le maître mot aujourd'hui est aussi quelquefois, pour certaines autorités, le paravent de pratiques de consultation, voire de figuration, qui n'impliquent aucun changement réel dans le processus de décision. Enfin, et dernier clivage peut-être le plus difficile pour les responsables et les équipes de ces établissements, l'évaluation aux différents niveaux territoriaux se mène avec des critères dissemblables selon les collectivités. Les cahiers des charges peuvent être unifiés, mais il n'empêche que le département n'a pas les mêmes attentes que la région, qui n'a pas les mêmes attentes que l'établissement public territorial, Est Ensemble ou Pleine Commune. Et puis, évidemment, l'évaluation pour la carrière de ce dont va parler à l'instant Chloé Langeard, les administrateurs, les responsables, les programmateurs, elle n'émane pas que des tutelles, elle est aussi liée à l'opinion de la critique et elle est liée à l'opinion des pairs. Et ceci, comme ça a été bien montré par nos collègues Catherine Dutel-Pessin et François Ribac dans leur petit ouvrage sur la fonction de programmation, la fabrique de la programmation culturelle, c'est le titre exact, ils sont encore très attachés tout simplement au retentissement des œuvres d'art qui ont été permises par la production dans les différentes maisons. C'est ça qui fait souvent la signature d'un responsable d'établissement et son insertion dans les réseaux professionnels qui lui permettent de mobiliser des partenariats et des coproductions. Identité du lieu, image du programme, dynamique du projet, il y a des tensions, il y a des frictions. Toutes ces tensions et ces frictions sont-elles insurmontables ? Et c'est la dernière phrase, je l'emprunte à nouveau à Francis Janson. Dans le petit ouvrage que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, et qui est en fait un cadeau de Sylvie Valac-Barbet, l'épouse de Jean-Claude, qui est mort en 2015 et qu'elle a tenu à me donner. Il avait mis au stabilo-boss en jaune cette phrase à propos de la raison, cette phrase de Francis Janson qui dit « La raison, c'est tout autre chose. C'est l'affrontement des contradictions. C'est cette entreprise intellectuelle prodigieuse qui consiste à tenir ensemble des termes
qui semblent devoir s'exclure. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Je vais donc tout de suite laisser la parole à Chloé et Marie. Merci Emmanuel pour cette très belle conclusion et introduction. Enfin, on va voir que finalement notre communication fait largement écho à tes propos. Donc on a bien fait de choisir ce sens. Donc rapidement, quelques éléments de contexte qui ont déjà été soulevés par Emmanuel, à savoir que donc, les entreprises théâtrales du secteur public sont marquées par un processus historique de rationalisation, que c'est une tendance effectivement qui s'est renforcée avec le tournant gestionnaire opéré donc depuis les années 80 dans le domaine des politiques culturelles, puis qui s'est renforcé par la suite dans les années 2000 avec la LOLF, où là on a assisté, et je l'ai d'ailleurs largement documenté avec Sandrine Ruy et Françoise Liot, on a assisté à l'empilement finalement des dispositifs d'évaluation, d'autant que les collectivités, comme l'a rappelé Emmanuel, sont elles aussi entrées dans le jeu de cet impératif évaluatif avec leurs propres critères d'évaluation, notamment au regard de leurs propres compétences obligatoires. Ce qui fait que finalement, on assiste à une certaine réduction, en tout cas, des espaces de négociation entre les organisations théâtrales et puis leur tutelle. Et donc, se pose la question du coup des administrateurs, administratrices, qui sont des acteurs pivots au cœur des théâtres, en lien direct justement avec l'impératif évaluatif, qui sont ceux et celles, d'ailleurs administrateurs et administratrices, qui sont censés remplir les cases et qui finalement sont des fonctions encore peu, voire pas renseignées dans la littérature. Donc c'est bien à ces acteurs dans les organisations théâtrales qu'on s'est penché sur ces acteurs en particulier avec Marine. Donc la diffusion des principes de la nouvelle gestion publique dans le secteur des arts de la scène contribue à renforcer le contrôle de la dépense publique et puis bien évidemment donc les formes d'évaluation quantitative. Donc les équipements culturels subventionnés sont de plus en plus confrontés à des exigences plus fortes de la part des tutelles, d'autant que les financements croisés s'accompagnent là encore d'une multiplication de dispositifs d'évaluation avec des critères parfois contradictoires, comme on a pu le montrer dans les travaux précédents. Donc la question qui se pose au regard de cette fonction d'administration dans les organisations théâtrales, c'est finalement de quelle manière les injonctions et puis les formes d'évaluation portées par les tutelles publiques influent sur leur travail, donc le travail des administrateurs et administratrices, et en retour, comment ces acteurs s'efforcent de modeler les pratiques et les critères d'évaluation mobilisés pour rendre compte donc de l'activité d'un lieu culturel et de ses effets sur un territoire. Alors en termes de matériaux de recherche, on mène avec donc Marine une enquête qualitative depuis 2018 sur les cadres artistiques, donc metteurs en scène et puis directeurs-directrices aussi de théâtre, sur les cadres techniques, direction technique et régisseuses générales dans les organisations théâtrales, et administratives, donc administrateurs et administratrices qui œuvrent au sein des organisations théâtrales, sachant qu'on s'est penché à la fois sur des lieux de création, mais aussi des lieux de diffusion, des structures qui peuvent être municipales, des scènes labellisées, en particulier des scènes nationales conventionnées, centres dramatiques nationaux, des compagnies, des festivals, etc., etc. Au final, on a mené donc une 50aine d'entretiens, dont 30 menés auprès d'administrateurs et administratrices qui ont entre 25 et 64 ans, et en particulier donc 18 femmes parmi ces 30 administrateurs et administratrices. Alors dans ce premier temps de la communication, l'idée ça va être de montrer qu'effectivement l'évaluation c'est d'abord un outil de régulation, de contrôle, dans une logique un peu effectivement descendante, et ces acteurs centraux des organisations théâtrales que sont les administrateurs et les administratrices sont amenés en fait à relayer au sein de ces maisons ces logiques gestionnaires en vue justement de concrétiser la mise en œuvre du projet artistique, tout en assurant cette mission d'équilibre économique de la structure et puis d'adaptation aux injonctions des tutelles.
Alors la conséquence, c'est bien évidemment un recours croissant aux outils de gestion qui visent à rendre compte de l'activité de l'organisation, surtout à objectiver ses effets, c'est aussi là le rôle en tout cas de l'évaluation, à travers la production d'indicateurs qui privilégient, on l'a vu ce matin, généralement une approche financière, quantitative et formelle des retombées du projet de l'institution sur son territoire. Donc comment expliquer finalement cette logique un peu descendante de l'impératif évaluatif ? Tout simplement par une importation descendante de ces logiques gestionnaires dans les organisations théâtrales. En particulier dès les années 80-90, où on a des financeurs qui incitent les structures à plus de rigueur budgétaire, qui font donc de la maîtrise et du respect de ces règles de gestion par les entreprises théâtrales une condition de leur soutien, et qui n'est plus donc fondée sur les seuls critères artistiques. Donc la mise en place de la LOLF, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au milieu des années 2000, a introduit au cœur de l'action publique cette culture du résultat, cette culture aussi de la performance, centrée sur la rationalisation de la dépense publique et puis une évaluation proprement quantitative. Donc les organisations théâtrales, elles, n'ont pas échappé à ce mouvement général, qui ne touche bien évidemment pas que ce secteur, et donc elles n'ont pas échappé non plus au renforcement du contrôle et de l'évaluation quantitative via l'assignation d'objectifs contraignants qui fixent des cibles à atteindre, parfois très précises, en matière notamment de fréquentation, mais ce n'est pas le seul, mais aussi de plus en plus en matière de gestion financière. Donc ce contexte explique la pression des tutelles pour structurer davantage le fonctionnement des organisations. Cela explique aussi la progressive mise en œuvre d'outils de gestion de plus en plus performants, précis, par les organisations du secteur culturel, à l'issue, il faut bien le rappeler, d'une longue période de rejet. En parallèle, autre facteur qui explique cette importation descendante des logiques gestionnaires, on constate l'essor des formations. Alors, Emmanuel, tu as parlé de la médiation culturelle, mais aussi l'essor des formations administratives et gestionnaires, notamment de niveau Bac+5, qui contribuent donc depuis une quarantaine d'années à la professionnalisation de ces cadres intermédiaires et qui en transforment, et ça on a pu le constater puisqu'on a des différences en termes de génération, mais qui a transformé à la fois les modes d'accès à ces métiers d'administration et en même temps les manières de pouvoir l'incarner. Cette appropriation aussi des logiques gestionnaires passe aussi par de multiples dispositifs d'accompagnement proposés aux organisations théâtrales. Alors là, il y en a des tas, cabinets de conseil spécialisés, l'AFDAS qui s'y met, les observatoires et pôles culturels régionaux, les collectivités territoriales elles-mêmes, les coopératives d'activité et d'emploi, la commission paritaire nationale emploi, formation, spectacle vivant, etc., etc., qui eux-mêmes sont des acteurs qui contribuent à importer des dispositifs de gestion au cœur des organisations théâtrales. Et ces organismes et cabinets, finalement, agissent comme de véritables intermédiaires de la diffusion des normes néo-managériales d'organisation du travail. Donc on voit combien, finalement, l'importation des normes de gestion ne résulte pas simplement d'une injonction émanant des tutelles, mais opère par différents vecteurs, instances de formation initiale et continue, entreprises de conseil spécialisées, etc. Alors maintenant, l'idée, c'est de voir quels sont finalement les effets de cet impératif évaluatif sur le travail concret des administrateurs et des administratrices. Premièrement, il nous parle de quoi? Du budget. Le budget, c'est l'outil principal de communication de l'administrateur et de l'administratrice avec les autres services, donc au sein même des organisations théâtrales. Avec le service technique, budget technique lié au montage, démontage des spectacles, investissement, etc. Avec la comptabilité, bien sûr, avec la billetterie. C'est quand même les entrées d'argent avec le bar, la relation au public qui, c'est un pôle aussi qui dispose d'un budget relié donc avec les actions culturelles. Bref, nous dit une administratrice, tout ce qui impacte le budget global de la structure l'intéresse. Toutefois, la différence justement des directeurs et directrices des affaires financières des entreprises privées, les administrateurs et les administratrices mettent en avant finalement une spécificité liée au théâtre public et que leur rôle finalement ne vise pas en premier lieu à dégager des bénéfices, mais bien à viser l'équilibre des charges et des produits tout en tentant de préserver donc la marge artistique. Une marge artistique suffisante, c'est-à-dire finalement des moyens dédiés spécifiquement au projet artistique par opposition avec les charges de fonctionnement. Donc on a un administrateur d'un théâtre, d'une grande ville
de l'Ouest, qui a une réputation donc nationale et qui explique que son objectif, c'est bien de concilier la logique gestionnaire, c'est-à-dire être finalement au plus proche de zéro, avec la logique artistique, en permettant, selon l'expression d'un autre administrateur de production d'une compagnie, d'organiser les rêves de l'artiste. Donc voilà, on est dans cette contradiction, cette tension en tout cas, dont Emmanuel faisait part tout à l'heure. Pour citer donc un administrateur d'une scène nationale, d'une ville de moins de 50 000 habitants du Grand Ouest, mon rôle pour moi, c'est de faire en sorte que tout soit respecté pour que l'objet artistique qui doit échapper à toute administration puisse être protégé de cette même administration. Mon rôle, c'est de faire barrière pour qu'il y ait une forme de liberté artistique sur un plateau. Je vais faire en sorte que ça puisse exister, mais dans un cadre réglementaire. Donc l'administrateur en fait et l'administratrice ont un rôle d'équilibriste qui vise finalement à construire un espace propice à la création, mais tout en assurant le fonctionnement pérenne de l'outil de production. Il doit donc à la fois incarner une rationalité gestionnaire, l'idée étant de maintenir cet équilibre financier toujours très fragile des structures, tout en ménageant la liberté de création du metteur en scène, de la metteuse en scène, directeur, directrice, qui suppose une prise de risque artistique et économique, pouvant parfois se solder par un déficit assez important. On a des exemples en cas d'échec. La gestion est donc conçue comme un outil, et là je cite les propos d'un autre administrateur d'un théâtre municipal d'une petite ville du Grand Ouest, moins de 10 000 habitants, qui dit « La gestion, voilà, c'est un outil qui permet de lire, de se projeter, de rassurer, d'analyser, de donner un cadre pour que l'activité se développe. » Donc à l'image des contrôleurs de gestion, finalement, ces administrateurs et administratrices doivent tenter de concilier deux rôles, celui à la fois de teneur de compte, avec une forte logique de contrôle, qui peut d'ailleurs être perçu comme un frein aux aspirations de l'artiste, et c'est d'ailleurs pas le côté le plus valorisant de la tâche de l'administrateur, de l'administratrice. Et puis celui de conseiller, dont l'expertise aide le metteur en scène, la metteuse en scène, la direction en tout cas, à la prise de décision. Et c'est plutôt ce rôle lié à un rôle donc stratégique qui va être le plus valorisé par les interviewés. Comme le dit cette administratrice d'un centre dramatique national d'une commune du Nord de 100 000 habitants, c'est avant tout comment on accompagne le projet d'une direction, d'un directeur, comment on lui permet de le mettre en œuvre en recherchant des financements, des partenariats, comment on construit ce projet et comment on met les deux en regard par rapport aux contraintes économiques d'un côté qu'on a et le projet de l'autre, les enjeux finalement qu'il, elle, veut mettre en œuvre. Et comment finalement on l'adapte l'un à l'autre en permanence, et c'est cet endroit-là qui est passionnant. Donc les cadres administratifs sont bien évidemment des acteurs pivots des organisations théâtrales, même si on les oublie souvent. Ils voient leur rôle d'autant plus conforté que cette logique de rationalisation à l'œuvre dont ils sont porteurs s'est renforcée. En particulier, l'objectif de maîtrise des coûts s'est imposé comme un impératif dans le contexte donc, de la nouvelle gouvernance publique dont on a parlé ce matin et de la baisse tendancielle des subventions. Toutefois, comme on va le voir avec Marine, les administrateurs ne sont pas en tout cas que des figures relais de cette régulation de contrôle, ils sont aussi acteurs, notamment on va le voir en s'octroyant des marges de manœuvre. Merci Chloé. Donc effectivement, on s'aperçoit que dans ce contexte globalement plus contraignant, les outils de gestion et les procédures d'évaluation peuvent aussi faire l'objet de formes de réappropriation, donner lieu à des usages plus autonomes de la part des administrateurs, alors qui bien sûr ont dû intérioriser avec, on va dire, plus ou moins d'enthousiasme les attentes des tutelles. Ils s'efforcent d'y répondre à travers notamment la mise en place de stratégies de développement de l'activité. Donc, par exemple, un administrateur explique, voilà, on a optimisé un outil, il y avait 40 000 spectateurs, aujourd'hui on est à 55 000 spectateurs. On a optimisé un outil sans augmentation des subventions, les ressources propres représentaient moins de 20%, aujourd'hui on est presque à 30%. Donc, bon, ça, c'est un exemple aussi de cette appropriation finalement de la logique ou de l'objectif d'optimisation dans laquelle le recours à des indicateurs chiffrés fait partie finalement des repères qui sont nécessaires pour mesurer les progrès, en tout cas un certain type, on va dire, de progrès et la dimension, on va dire, quantitative de l'activité de la structure. Dans le même temps, les administrateurs soulignent aussi la nécessité d'adapter en permanence les outils de gestion classiques
pour justement tenir compte à la fois des logiques spécifiques au secteur subventionné et bien sûr des orientations spécifiques à chaque lieu. Par exemple, pour déployer ou donner une part plus importante à des actions de médiation, d'éducation artistique, à des projets participatifs notamment. Donc c'est un administrateur d'un EPCC qui explique on passe notre temps à customiser les outils classiques et on va décider finalement où on perd de l'argent, enfin en tout cas où on perd plus d'argent qu'ailleurs, et par exemple donc sur des activités d'éducation artistique. Donc tous ces outils vont être effectivement appropriés, utilisés en interne au quotidien pour piloter l'activité, mais ils font aussi l'objet d'usages externes, notamment lorsqu'il s'agit donc de rendre des comptes sur l'activité du lieu auprès des tutelles et des différents partenaires. Et dans ce cadre, c'est important de rappeler évidemment que les outils de gestion et les indicateurs sont loin de se réduire à une simple dimension technique, ou même s'ils peuvent souvent être présentés comme des instruments relativement neutres qui incarnent une forme de rationalité plus ou moins universelle, ce sont bien sûr aussi des outils politiques ou qui vont faire l'objet d'une forme de politisation, comme l'analyse certains chercheurs à propos justement des budgets dans les théâtres, notamment lorsqu'ils servent de support à la communication, à la présentation des bilans, et ils vont servir d'appui dans le processus de négociation avec les tutelles, dans les discussions aussi qui vont permettre justement peut-être de confronter différents points de vue sur le bilan des théâtres. Et donc dans ce cadre, l'expertise, en tout cas une partie de l'expertise des administrateurs, c'est aussi de savoir faire des usages personnalisés et stratégiques de certains chiffres et indicateurs. Là encore, certains chercheurs parlent d'un rôle de personnalisation de la quantification, c'est-à-dire qu'il s'agit d'adapter, voire parfois de bricoler certains indicateurs qui par nature sont standardisés et ont vocation à s'abstraire des contextes particuliers, pour justement les adapter en tenant compte de certaines réalités spécifiques au théâtre. Donc ça va être par exemple le fait d'adapter la manière dont on va calculer le fameux taux de remplissage de certains spectacles en se basant sur une capacité d'accueil plus faible que pour d'autres. Par exemple, voilà, pour des spectacles peut-être un peu plus pointus. Donc il y a une possibilité de jeu dans les modes de calcul, les méthodologies aussi que les administrateurs vont employer pour produire certains indicateurs. On observe aussi ce type de jeu ou de réappropriation justement à propos des budgets, la manière de présenter les budgets prévisionnels ou les bilans parfois va être orientée de façon plus ou moins stratégique, par exemple en comparant les subventions perçues par le lieu avec celles d'autres lieux mieux dotés ou en les mettant en perspective sur plusieurs années, pour notamment lorsqu'il s'agit de pointer la stagnation des financements publics. C'est aussi un administrateur, par exemple, d'une scène conventionnée qui nous dit que son budget prévisionnel peut être faux, entre guillemets, enfin volontairement biaisé en tout cas, pour mettre les tutelles face à leurs responsabilités. Donc, on pourrait donner de nombreux exemples de cette possibilité pour les administrateurs de jouer de façon plus ou moins habile sur la manière de produire, alors non seulement de produire certains indicateurs, mais aussi de les interpréter. Et notamment lorsqu'il s'agit donc soit d'interpeller entre guillemets les tutelles ou même de défendre un bilan, le bilan du lieu, en particulier lorsque celui-ci peut se voir critiqué. Alors c'est le cas dans certaines procédures d'évaluation. Et là, je prends l'exemple d'un établissement culturel parisien qui avait fait l'objet il y a quelques années maintenant d'un audit de la part de la Cour des comptes qui formulait un certain nombre de critiques à l'encontre de sa gestion. Et donc, dans le cadre de la procédure contradictoire qui permet aux équipes et aux directions de répondre, donc je cite un des arguments avancés, donc on peut regretter que du seul point de vue de l'efficience des politiques publiques, il ne soit jamais fait de rapprochement, donc dans le rapport de la Cour des comptes, entre le coût constant depuis 10 ans pour la collectivité publique et donc nos concitoyens du projet du théâtre en question, alors que dans le même temps, cela bénéficiait chaque année à 5 fois plus de nos concitoyens. Et il précise que ça touche notamment une population habitant un quartier de sécurité prioritaire. Donc on voit bien dans cet exemple comment il s'agit de mettre en
on pourrait dire, de mettre en scène presque les chiffres de manière un petit peu rhétorique, en mettant en regard le coût constant pour les financeurs, et finalement pour les citoyens. Et donc c'est une façon aussi de pointer la stagnation relative du financement public, tout en affichant des signes d'une fréquentation globale. Alors bon, c'est un établissement qui accueille aussi beaucoup de pratiques amateurs, donc ce qui peut expliquer cette forte fréquentation. Donc je vais effectivement avancer un petit peu plus vite pour terminer par un dernier exemple qui a déjà été évoqué, donc je vais passer vite, la capacité aussi des administrateurs et des lieux à produire, à proposer de nouveaux indicateurs alternatifs. Donc bon, c'est par exemple l'exemple du Grand T qui propose des indicateurs notamment sur la parité et le nombre de spectacles mis en scène ou écrits par des femmes. Mais on en verra bien d'autres exemples dans ce colloque, qui permet donc de valoriser effectivement des dimensions qui ne sont pas prises en compte par l'évaluation standard, ce qui permet d'afficher à la fois une forme de volontarisme, puisque les lieux s'engagent finalement sur des dimensions civiques bien spécifiques, et en même temps une manière aussi pour ces équipes de se réapproprier l'évaluation de façon plus autonome sur la base de leurs propres critères. Donc pour conclure rapidement, on a vu qu'effectivement l'essor des logiques liées au New Public Management se traduit bel et bien par une forme de culture du résultat qui s'impose aux équipes et qui leur impose d'inscrire leur activité dans un cadre plus contraignant, mais qu'effectivement, ça ne se réduit pas à des logiques descendantes, puisque finalement, ces évolutions suscitent des effets ambivalents sur les lieux et en particulier sur le travail des administrateurs. Ils déplorent le caractère chronophage et même parfois peu pertinent des indicateurs qu'ils doivent effectivement remplir, mais en même temps, on voit que quelque part, ça leur permet aussi d'affirmer leur expertise dans la capacité justement à manier et parfois à détourner, à se réapproprier certains outils, à la fois pour piloter l'activité en interne et pour rendre des comptes. Donc simplement pour terminer là-dessus, ce type d'exemple montre aussi, ça invite à être attentif à cette capacité des acteurs. On s'est focalisé, nous, sur les cadres administratifs, mais ça peut être aussi, bien sûr, des catégories d'acteurs externes, comme des partenaires, des usagers, dont on pourra reparler, qui ont aussi cette capacité à s'approprier, y compris des indicateurs qui, au départ, sont imposés d'en haut ou de l'extérieur, pour les détourner, pour en faire, en tout cas, une multiplicité d'usages, visant aussi à valoriser d'autres aspects de leur activité. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix. Je laisse la parole à notre dernier intervenant, Bruno Micol. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Dans le programme, c'est 13h le temps du déjeuner, donc je vais essayer, 13h15, pardon. Je vais essayer de finir à 13h pile pour qu'on ait une quinzaine de minutes d'échange sur nos communications. Et je commencerai par celle-ci, que fait l'Occitanie à Bobigny. Et je pense que, comme je suis entouré d'éminents géographes, ils vous diront que l'Île-de-France n'est pas si étendue que cela. Tout d'abord, très heureuse conjoncture pour moi de se retrouver là. Merci Christophe, merci Hortense de m'inviter pour que je puisse évoquer avec vous cette question que nous avons longuement partagée de l'évaluation. Heureux hasard, et Anne l'a dit en préambule, la question de l'évaluation et la notion d'empreinte est bien évidemment au cœur de l'ouvrage qui vous sera commenté demain et sur lequel la ministre est intervenue encore la semaine dernière à Toulouse dans le cadre des États généraux des festivals, en donnant la ligne de conduite qu'elle entend donner sur les nouvelles politiques en faveur des festivals, et qui met en exergue donc cette notion d'empreinte sociale et territoriale. Moi, j'aimerais en ajouter une, simple, en hommage au sieur Bertillon, qui est l'empreinte digitale, non pas parce qu'on est à l'ère du numérique, mais tout simplement, et en dehors bien sûr de son impact purement judiciaire, parce qu'elle est unique et située. Je trouve que c'est un bon moyen pour nous de prendre de la distance. Conjoncture ou coïncidence aussi heureuse, car si je suis là aujourd'hui parmi vous pour représenter le ministère de la Culture, c'est que j'ai su sans doute répondre avec justesse à la question qui m'a été posée lors du concours d'inspecteur et conseiller de la création et d'action culturelle, cher Emmanuel. Quels seraient, selon vous, les critères qualitatifs des aides du ministère de la Culture? Et je me souviens avoir répondu, puisque l'examen était un 25 mai 2009, d'avoir fait écho, bien sûr, à cette déclaration de Roger Planchon à Villeurbanne sur la question des noms publics.
Donc je vous laisse imaginer toutes les réponses que j'ai pu y apporter, mais je pense qu'il y en aura un certain nombre qui seront ici débattues tout au long de ces 2 journées. Et c'est donc en tant que chef du service théâtre, comme l'a rappelé Elisabeth en introduction, et en tant que chef du service théâtre, il y a 5 ans que j'ai voulu poursuivre ce chemin de faire, F-A-I-R-E, cher Christophe, et que j'ai souhaité accompagner cette démarche. C'est bien évidemment la DRAC Île-de-France que je représente aussi aujourd'hui, qui nous est présentée. Et je m'inspirais de ces critères universels au local pour revenir, cher Emmanuel, un peu plus tôt dans le temps et dans l'histoire, pour partir de cette Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, l'article 15, qui nous indique tout simplement que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien, et c'est pour ça que j'aimerais vous rappeler ici quelques principes de l'évaluation. L'évaluation de nos politiques publiques de la culture, c'est d'abord et tout d'abord un éclairage sur la façon dont on les conduit, et elles, selon moi, doivent être un mode de pilotage obligé. Et si la crise sanitaire a encore renforcé cette demande des acteurs culturels de disposer de preuves de cette efficacité de ces politiques publiques, leur évaluation suscite, vous le savez, un intérêt grandissant, on vient d'en parler largement depuis plusieurs années. Elle permet effectivement de savoir si une politique atteint ses objectifs et de comprendre pourquoi. Analyser ses effets afin que l'administration culturelle que je représente, comme les citoyens d'ailleurs, en apprécie l'efficacité, on l'a évoqué, l'efficience, la cohérence et la pertinence, et faire des choix éclairés. L'évaluation joue un rôle central dans notre démocratie aussi, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Conseil d'État a décidé de lui consacrer son étude annuelle 2020 que je vous recommande vivement de lire. C'est un sujet dont le ministère s'est bien sûr fortement emparé de fait bien avant, et en particulier pour préparer d'une part, et on l'a cité, cette loi sur la liberté de création, avec la nécessité de revisiter le cahier des charges et des missions de tous nos labels, mais aussi de prendre en compte de nombreux enjeux de société, bien plus nouveaux, très différents, on les a un peu évoqués, mais ici j'aimerais rappeler la question du label égalité-diversité, des droits culturels, entre autres, portés par la déclaration de Fribourg. Plus qu'un obligé, je dirais que cela devient, et on le voit, un prérequis dans nos politiques publiques, qui doit encore parfois et souvent déployer une comitologie propre, ce qui n'est pas encore tout à fait arrêté aujourd'hui. L'évaluation est tout d'abord donc un atout démocratique dans un contexte aussi de défiance. Je le dis tout simplement parce qu'elle a pour mission aussi d'améliorer la qualité du débat public et à restaurer une certaine légitimité de cette action en fondant des discussions et des choix sur des faits et sur des analyses. Merci, mesdames. Son déploiement a été encouragé par différents textes. Donc, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de l'armada législatif, mais en 89, le renouveau du service public. En 98, un décret qui l'applique. La loi, on l'a dit, et j'y reviendrai sur la LOLF en 2001, mais aussi la révision constitutionnelle de 2008. Et puis, bien évidemment, on l'a largement parlé en parlant des territoires, la loi NOTRe en 2015. Donc, la crise sanitaire a bien sûr accusé ce besoin, fortement relayé par les filières professionnelles et par les organisations syndicales, CNPS, CTC, vous comprenez ces sigles, j'imagine, ou les COREPS. Constat également, l'évaluation, et on l'a vu un peu, elle est pilotée par de multiples acteurs sans réelle structuration. Et j'insiste là-dessus tout simplement parce que la communauté évaluative n'est pas réellement structurée, ce qui peut-être entraîne et favorise un cloisonnement entre les différents acteurs, le Parlement, la Cour des comptes, dont je vous invite également à lire l'excellent rapport qui vient de sortir il y a à peu près moins de 24 heures, le Conseil économique, social et environnemental, le corps de l'inspection, et j'y reviendrai, l'INSEE, les services statistiques publics, les collectivités territoriales, les universités, les organismes de recherche, de formation, les cabinets privés. Bref, avec cette énumération, peu de référentiels communs, bien évidemment, des divergences sur le vocabulaire, et on a beaucoup parlé ce matin, et des définitions à préciser. C'est, contrairement à ce qui se passe là, ici, aujourd'hui, l'évaluation est souvent très cloisonnée avec le monde, tout simplement, de la recherche et de l'université. L'évaluation a besoin de cette dimension qui s'appuie peu sur ses travaux, qui sont destinés prioritairement, parfois exclusivement, aux décideurs qui en maîtrisent la publication, voire le financement. Une limite et des freins à ce grand principe de l'évaluation, elle est plutôt discontinue, peu comparative et surtout sous-dotée, à la fois en moyens financiers, mais aussi en moyens humains, voire en formation de ces évaluateurs, avec la question centrale, et on l'a évoqué aussi ce matin, de la donnée, de la data, j'y reviendrai, et une participation encore trop marginale de nos concitoyens. Je vous rappelle simplement que la loi organique d'avril 2009 incitait, à travers les projets de loi,
d'être accompagné systématiquement d'une étude d'impact. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la qualité et la pertinence de la majorité de ces études d'impact s'est révélée soit décevante, soit largement insuffisante lorsqu'elles existent. Une diffusion et une exploitation insuffisante des évaluations, j'espère que cette publication printanière pourra contribuer à renforcer l'arsenal de connaissances sur ces pratiques, elle n'a pas vocation à prescrire des décisions. Et à ce titre-là, je vous renvoie donc à ce document du Conseil d'État qui fait 20 propositions dans son étude afin de mieux intégrer la notion d'évaluation au processus de délibération et bien sûr pour renforcer qualité, efficacité et légitimité surtout de l'action publique. Je vous en donne 3 qui sont les trois grands champs sur lesquels elle souhaite que l'on intervienne. Le premier, c'est de se donner les moyens et l'ambition de mieux évaluer. Donc c'est une ambition, de renforcer le cycle vertueux de cette évaluation et d'utiliser les évaluations dans la délibération démocratique et dans l'action publique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et on a parlé d'approches nouvelles, et j'y viens. Outre le Conseil d'État et le Césaire, la Cour des comptes, tous prônent dans leurs écrits, vous le verrez, à la fois des propositions, mais aussi une nouvelle approche, plus collective, et chez Emmanuel, plus territorialisée, bien sûr, plus partagée et qualitative, avec un diagnostic territorial partagé, des critères exemptés, objectivés, mais jusqu'où va le partage et quelle légitimité sera-t-elle opposable au tiers? Ça, c'est une vraie question. La véritable nouveauté se situe plutôt dans l'inédit de l'énoncé que dans les réponses apportées, et les DRAC, comme la DGCA, je salue Jacques Vincent ici présent, aussi pour le ministère, sont moteurs dans une telle approche renouvelée de l'évaluation. L'IGAC et surtout le SICA, donc le service de l'inspection de la création artistique, viennent, en ce qui concerne le champ de la création, sont au cœur de cette démarche. Et je vous le rappelle, c'est avant tout aussi au sein du ministère un corps d'évaluateurs qualitatifs et quantitatifs qui existe, ne l'oublions pas. Le sujet d'actualité, c'est que la DGCA, pour vous donner des nouvelles du ministère, vient d'organiser un séminaire interne sur les aspects relatifs à l'évaluation au regard des droits culturels, ainsi qu'aux questions de gouvernance et de coopération territoriale, dans la continuité d'une étude interne qui avait été menée en 2017 sur le principe de la prise en compte des usagers dans le rapport de mission. Tout cela pour vous dire que ça travaille quand même au ministère de la Culture, et j'y reviendrai. Revenons à la cause. En fait, quand Christophe et Hortense m'ont demandé d'intervenir, je me suis dit, revenons à la cause. Quelle est la cause, finalement, de ce passage, on va dire un peu schématiquement, du quantitatif au qualitatif? En fait, on pourrait dire que la crise est encore responsable de tout, mais pas celle auquel vous pensez. Moi, je pense à la crise des années 70. Pourquoi cette crise des années 70? Tout simplement parce que c'est un mouvement d'histoire, je dirais, extrêmement important pour la France, puisque le premier sursaut de l'évaluation des politiques publiques date de ces années-là. C'est-à-dire qu'après les 30 Glorieuses, où on était sur une logique de projet, inspirée par le Conseil national de la résistance, et puis Emmanuel nous a fait un petit rappel des années 68-69, la première grande crise pétrolière, la perte du pouvoir d'achat, le début de la montée du chômage, c'est avec cette volonté de rationaliser les choix budgétaires que s'invente ex post l'évaluation de l'action publique, avec, dans un premier temps, si vous ne le saviez pas, un conseil scientifique de l'évaluation, qui est devenu un conseil national, mais qui disparaîtra à la fin du siècle dernier. L'enjeu est bien de faire des économies. De ce fait, la grande réforme de l'État qu'on a nommée ici, qui est la création de la LOLF, la grande réforme de l'État, et c'est la seule réforme de l'État que nous ayons connue véritablement. Philippe Séguin le disait, l'État a choisi de faire la réforme de l'État par le budget. Et donc, avec son florilège et mes voisines l'ont longuement énuméré, de missions, de programmes, d'actions, d'indicateurs de performance, de critères pour mesurer les résultats, objectiver et responsabiliser surtout la dépense publique, la rendre plus transparente, efficiente, pertinente et évaluable. C'est dans les textes. Donc je ne vais pas revenir sur cette inspiration de la LOLF, ce qu'elle a généré, mais sachez qu'elle est quand même héritière aussi à la fois des politiques contractuelles et d'autre part de l'essor des fonds structurels européens qui ont créé et généré cette armada. C'est pour cela que j'aimerais rendre hommage à un certain Augustin Girard, que nous connaissons bien, fondateur du département des études et de la prospective du ministère de la Culture, qui voyait l'évaluation comme un moyen d'accompagnement du développement culturel. L'évaluation était alors pensée du point de vue du dépensier. De leur côté, les opérateurs culturels ont voulu démontrer l'efficacité économique des dépenses culturelles, et des festivals en particulier, souvenez-vous-en, pour mettre en évidence l'effet levier économique et le besoin d'investir. L'approche est totalement légitime, au détriment, malheureusement, des approches psychosociologiques, culturelles ou artistiques.
Avec un regard tiers, l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble a été créé spécifiquement pour suivre ces politiques culturelles des collectivités à la demande du ministère qui n'en avait pas les moyens. Et les premières études de l'Observatoire ont porté d'abord sur la notion de coopération, qui était une notion qui aurait pu faire valoir aujourd'hui, qui a été vite délaissée pour gérer la pénurie et les restrictions budgétaires. De fait, le secteur culturel fut victime d'un processus qu'il a lui-même enclenché en voulant prouver par les chiffres la nécessité et l'efficacité de ses politiques et de ses actions. Le financeur se fait évaluateur et le dépensier devient évalué. Le ministère en charge du budget joue ainsi le rôle d'évaluateur en chef. Alors, l'administration culturelle, ordonnateur et payeur, soucieux de pouvoir justifier de l'utilité de la dépense publique, délègue réellement à son bénéficiaire le soin de justifier de la dépense publique. Dans le cadre de sa CPO, qu'on appelait avant contrat d'objectifs et de moyens, ou qui change sans les moyens et qui devient juste des objectifs, le directeur ou la directrice réalise leur auto-évaluation. Et chaque label dispose d'un arsenal normé de critères et d'objectifs propres à leur projet. Le cahier des charges décline des actions qui sont approuvées par les partenaires et vous avez 6 mois à compter de la prise de fonction pour le réaliser, bien évidemment, puis 3 ans pour le vivre et l'évaluer à l'issue avant de le renouveler ou pas. Si vous êtes une compagnie, puisqu'on a peu évoqué les compagnies indépendantes, conventionnées ou pas, le cadre existe aussi toujours plus quantitatif que qualitatif, puisque volume de création, nombre de diffusions, tournées, etc., etc. Réforme des aides déconcentrées du spectacle vivant en 2015, qui va vivre un nouveau cadre dès 2022, mais l'évaluation restera de même nature. Dans les deux cas, l'administration a engagé un processus, l'auto-évaluation partagée entre direction et partenaires pour un équipement, l'évaluation déléguée pour les compagnies à un comité d'experts pour avis consultatif, bien sûr, avant décision du préfet de région dans le cadre de ses équipes. Dans les deux cas, l'évaluation répond à celui qui finance. Et je m'arrête là, l'établissement et la structure. Est-ce bien pertinent ? Est-ce bien pertinent que l'évaluateur soit celui qui finance ? Car subordonner l'action au contrôle de l'action par l'actionnaire n'est-il pas un manque de défiance dans lequel s'engouffrent parfois les collectivités territoriales en évitant l'essentiel ? Dans cette pratique de l'évaluation de ces politiques publiques de la culture, ce qui transparaît, c'est qu'elle est encore très politique et peu publique. Très politique, encore jeune et non émancipée, du fait générateur budgétaire uniquement et financier. C'est la culture du chiffre qui prime, donc le quantitatif. Peu public, car elle ne prend que très partiellement en compte celui qui est destinataire, je dirais le public, le consommateur, je le fais exprès, l'habitant, le citoyen, mais aussi l'équipe artistique. C'est la culture de la lettre et du récit, on arrivera au qualitatif. La LOLF a donc tout naturellement entraîné majoritairement une réflexion de contenu au profit de la justification au premier euro. C'est sans doute la raison pour laquelle la DGCA se mobilise. Le dernier séminaire de ce mois de novembre abordait les nouvelles écritures de contractualisation au travers l'idée de contrat de résonance qui pourrait faire évoluer, peut-être se substituer au contrat de performance et aux conventions pluriannuelles d'objectifs. Ou pour emprunter à Catherine Blondeau la notion de théâtre de la relation, vous soumettre l'idée d'une évaluation de la relation, voire d'un PAX, désolé pour l'anagramme, un projet artistique, culturel et sociétal. Cette conception différente de l'évaluation en lien direct avec la réception, le public, a été pratiquée en France, ce n'est pas nouveau, pour les musées nationaux et a servi de base, là aussi je vous invite à lire, la démarche, même si elle peut avoir quelques écueils, et je pense que dans ce colloque on en parlera dans l'après-midi, la mission Musée du XXIe siècle qui a été menée par Jacqueline Edelman en 2017, on en parlera sûrement. Pour conclure, le ministère a bien conscience de la limite de l'exercice de l'évaluation pour l'évaluation, même s'il doit se plier à renseigner de la donnée et qu'il doit prendre en compte le devenir d'une politique publique au service des artistes, des territoires et des populations. N'est-ce pas là le signe donné par la création de cette nouvelle délégation générale, la 2TDC, et également le leitmotiv de la ministre, je suis la ministre de l'artiste, des artistes et des territoires. De fait, la présente démarche d'empreinte d'un lieu culturel sur le territoire s'inscrit dans cette même logique pour laquelle nous, DRAC, Île-de-France et Seine-Nationale, avions décidé, donc il y a 5 ans, de l'expérimenter du fait de plusieurs éléments qui ont été rappelés, mais que je préfère aussi rappeler de mes mots. 1. L'insatisfaction de la data en tant que telle. 2. L'inadéquation entre le contrat d'objectif et la réponse chiffrée.
3, l'adéquation entre le contrat d'objectifs et une nouvelle approche qualitative. De prendre en compte non pas uniquement le point de vue du directeur, de la directrice, de son projet et de sa réalisation, mais aussi plus largement le public et encore plus largement les habitants et l'écosystème territorial. Élargir le cercle, les regards, les propos. De s'inscrire dans une volonté commune des partenaires publics de s'y associer, de démontrer que toute connaissance est aujourd'hui nécessairement une connaissance comparée, raison pour laquelle il est important de travailler sur ces deux territoires distincts, d'associer une équipe de chercheurs extérieurs au monde de la culture, tout en associant maître d'ouvrage, maître d'œuvre et maître d'usage, et où la question, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais je tenais à le dire aussi, parce que ça a été un moteur, de deux équipements qui allaient vivre ou qui ont vécu une transformation architecturale dans un tissu urbain très défini. Enfin, de s'inscrire dans la durée. Une large place a été ainsi donnée à ces deux institutions et les propos qui seront tenus aujourd'hui pourront d'une part, à mon sens, en tout cas c'est ce que j'aspire de mes voeux, en tirer ou retirer des conclusions, mais aussi devenir inspirant pour d'autres. C'est bien là la mission et la force d'un service déconcentré, des conseillers à l'écoute dans l'accompagnement, le conseil, l'expertise, au plus près des acteurs, des projets, de la réalité des territoires, de leurs habitants. Aussi, parfois, de pouvoir pousser les murs, faire un pas de côté, sans mettre ni la pression, ni mettre sous tutelle les scènes nationales, d'expérimenter et de donner du sens à notre action commune, qui est bien celle du ministère de la Culture. Je vous remercie. Et il est 13h. Et j'ai tenu le temps. Merci. Parfait. Merci beaucoup pour ce respect du timing. On va donc pouvoir passer à la suite de ces trois présentations effectivement, qui ont proposé des regards croisés tout à fait complémentaires sur cette question de l'évaluation des théâtres publics aux questions du public. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui passe comme tout à l'heure. Ou... En tout cas, je vais en profiter puisque j'ai le micro, je vais poser la première question, sachant que je ne sais pas après si vous me redonnerez la parole. Alors, en particulier, les deux premières interventions ont mis en évidence un certain nombre de clivages et de contradictions avec lesquels doivent composer les acteurs culturels et qui les amènent finalement à des formes d'adaptation et voire de bricolage des dispositifs d'évaluation. Et je me demandais, est-ce qu'au-delà de ces bricolages, adaptations, on peut observer également des formes de résistance et d'opposition plus affirmées, plus frontales finalement, de rejet de ces dispositifs d'évaluation par des acteurs culturels. Est-ce qu'on peut en observer, ou est-ce que finalement ça reste de l'ordre du bricolage, de l'adaptation, on fait avec ce contexte contraint, ou est-ce qu'au contraire on observe aussi des initiatives qui viennent se confronter plus frontalement et directement à ces dispositifs et davantage les remettre en question? Alors, me concernant, de ce qu'on a pu observer, puisque moi je m'intéresse en fait à l'évaluation depuis 2009 dans le cadre d'un autre programme de recherche. C'est vrai qu'en 2009, on nous avait demandé de travailler, donc aux côtés à l'époque du TNT à Bordeaux, de travailler justement sur comment est-ce qu'on évalue un bon théâtre, qu'est-ce qu'un bon artiste, un bon spectateur. Bon. Et à l'époque, effectivement, il y avait quand même, on avait rencontré sur le terrain une certaine résistance, justement, concernant ces indicateurs quantitatifs, etc. Là, presque 10 ans plus tard, quand je retourne sur le terrain avec Marine, je rencontre pas du tout de résistance, plutôt de nouvelles manières, effectivement, d'envisager l'évaluation. Et notamment, on rencontre aussi des acteurs donc plus jeunes qui sortent de Bac+5 avec un diplôme estampillé administration culturelle et qui finalement vont modeler effectivement ces indicateurs, vont penser à d'autres indicateurs, vont finalement... donc c'est peut-être aussi une forme de résistance, ces bricolages, ces adaptations. Mais en tout cas, ne sont pas contre, n'affirment pas effectivement de résistance autre, ni verbale d'ailleurs, ni dans la rhétorique. Et d'ailleurs, moi je suis toujours étonnée, mais quand je fais des lancements de saison, à chaque fois, il n'y a pas une fois où la direction ne met pas en avant le nombre de
publics touchés, etc., le nombre d'actions, le nombre de partenariats. Donc on reste encore foncièrement, en tout cas dans la pratique, sur des indicateurs très quantitatifs. Voilà, donc, et je pense que quand même, cette absence de résistance, cette moindre résistance, s'explique aussi d'un point de vue générationnel, avec il y a quand même toute une nouvelle vague d'administrateurs, administratrices, et aussi pour la direction technique, c'est ce qu'on a pu remarquer, qui arrivent avec des diplômes, et dans ces parcours de formation, on les a effectivement acculturés à ces principes d'évaluation, à ces indicateurs. Voilà, donc ce que je peux dire pour ma part. Il y a un petit mot simplement pour compléter. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Chloé. Il semble que les critiques qui émanent des professionnels, administrateurs, programmateurs, directeurs artistiques, à décliner évidemment au féminin, portent surtout sur l'aspect chronophage de toutes ces négociations, tutelle après tutelle, et de tous ces moments d'évaluation, et aussi sur la difficulté de prendre en considération même certains indicateurs quantitatifs qui ne sont pas dans les viseurs. Je pense par exemple au coût réel des opérations d'éducation artistique et culturelle, ce qui amène parfois certaines directions d'ailleurs à les sortir, pour ainsi dire, de leur budget pour préserver les masses artistiques et mieux démontrer qu'il y a là un besoin de financement. On se souvient du Théâtre national de l'Odéon faisant appel au financement participatif en ligne pour financer, compléter son budget de certaines actions d'éducation avec des mouvements variés et un peu d'émotion dans la profession, dans la mesure où ils étaient peut-être mieux placés pour faire appel à la charité publique que n'importe quelle structure. Je voulais juste dire que si on passe tendanciellement d'une évaluation de la culture à une culture de l'évaluation, c'est parce qu'il y a eu aussi d'autres étapes, dont je voulais souligner une que, par manque de temps, Bruno a dû sauter, mais qui est quand même très très importante. C'est 1989. On a, à la suite d'un rapport de Patrick Vivray, commandé par Michel Rocard, le Premier ministre, la mise en place d'une circulaire sur l'évaluation, d'une obligation d'évaluation, d'un Conseil national de l'évaluation, donc une tentative d'unifier cette communauté de l'évaluation dont il a parlé. Et puis bon, comme ce n'est pas vraiment le sujet sur lequel on va s'appesantir, les personnes qui voudraient y réfléchir davantage, je les renvoie aux actes des 7e journées d'économie de la culture qui portaient justement sur l'évaluation et qui ont été édités par le département des études et de la prospective du ministère de la Culture, après un grand remue-ménage qui incluait évidemment des regards sur l'évaluation des politiques territoriales et du spectacle vivant. Voilà, c'est juste ces précisions. Peut-être à mon tour pour continuer, je pense que la question n'est pas est-ce que l'on substitue l'évaluation quantitative à la qualitative. Le secteur professionnel a souhaité une loi. La loi a été promulguée. Dans la loi, il y a des mécanismes. Et dans ces mécanismes, il y a des indicateurs. Là où on peut être révolutionnaire ou contester, c'est justement de voir quel est le chiffre ou la donnée utile. Et ça, c'est un travail que le secteur professionnel doit prendre en charge et démontrer l'inefficience de certains éléments de critériologie de manière à apporter du contenu. Je vous rappelle que la LOLF, on ne va pas faire un cours sur la LOLF, mais c'est mission, programme, objectif. Et dans ces actions, il y a des actions qui sont évaluables. Elles sont évaluables, à nous d'inventer des critères qui vont bien avec. Je rappelle simplement, c'est pour ça que je citais cette phrase qui est la justification à l'euro près, c'est tout simplement parce que notre administration est redevable auprès des parlementaires de la justification de la dépense publique. Et que cette dépense publique, elle doit s'évaluer depuis maintenant 50 ans, mais plus naturellement sur le champ de la création, d'un point de vue législatif, depuis moins longtemps. Donc le secteur professionnel peut tout à fait se saisir de cette question de la donnée et bien évidemment pouvoir, et je ne vais pas citer ici les nombreux logiciels qui n'ont jamais vu le jour au sein de la Direction générale de la création artistique sur la question de la donnée économique et tous les éléments qu'a évoqué Emmanuel Vallon, mais ce sont quelques millions d'euros qui sont partis quand même en fumée pour rien. Donc autant se concentrer peut-être sur des critères qu'objectivement l'ensemble du secteur professionnel pourrait être amené à discuter du bien fondé, sans exclure le quantitatif et le qualitatif, et sans surtout les opposer. Merci beaucoup. Il y avait une question là-bas.
Bon, alors, je suis désolée. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une suggestion. Alors, j'ai pris des notes parce que... Oui, bah justement, je vais le faire. Je ne suis pas une professionnelle. Je suis au gré de ce que vous pourrez qualifier une usagère et sûrement une publique et peut-être un des objets d'évaluation. Je suis membre du Conseil citoyen du 19e arrondissement. C'est une structure instaurée par la loi Lamy. C'est une espèce de petit parlement engagé dans un processus théoriquement de co-construction des politiques de la ville dans les quartiers prioritaires. C'est-à-dire qu'on nous rend compte, relativement théoriquement, mais pas seulement, des politiques de la ville. Nous sommes censés refaire remonter la parole des habitants pour infléchir sur le contrat de ville pendant 5 ans, éventuellement des initiatives et des actions. Inutile de vous dire que nous sommes des citoyens lambda et que quand l'ANRU nous a demandé de participer à l'élaboration d'un critère qualitatif à mi-parcours de la politique de la ville, on a sacrément pataugé. On n'a même pas compris le titre, il nous a fallu 3 mois pour savoir ce qu'on nous demandait. Alors, je suis amatrice de spectacles vivants, je ne dirais pas uniquement théâtre, et également très préoccupée des questions du non-public, de ce qu'on appelle les publics éloignés de la culture. Alors je voulais répondre, j'ai trouvé toutes les interventions hyper intéressantes, et je voulais dire que sur la mobilité qu'on constate, elle a comme parallèle ou comme mouvement antagoniste l'enclavement. C'est-à-dire que ce qui caractérise la politique de la ville, les quartiers politiques de la ville, c'est l'enclavement, beaucoup plus que la mobilité. Sur la territorialité, mais ça fera peut-être l'objet de mes remarques cet après-midi sur le recrutement des habitants, quand on fait des processus participatifs, il y a une territorialité des financements et il y a une territorialité vécue. Et dans la territorialité vécue, c'est la suite de l'enclavement, l'habitat, quand on habite un habitat social, quand on habite un quartier enclavé, c'est une territorialité qui n'est pas celle administrative des décideurs. Mais c'est quelque chose que je pense, dans une action ou dans un projet artistique, il faut prendre en compte. La dernière chose que je voulais dire, c'est un point de vue d'amatrice, c'est que pour suggérer un critère quand même d'évaluation que je trouve important, c'est qu'il y a eu une accélération de l'offre culturelle. C'est-à-dire que, bon, pour avoir été au Festival d'Avignon à 15 ans et avoir vu Béjart dans la cour du Palais des Papes et regarder le programme qui est aujourd'hui proposé, avoir assisté par exemple à des témoignages d'une danseuse de Sacha Valls, le processus de création s'est accéléré parce que probablement il y a aussi des compagnies qui ne sont plus attachées. Il y a relativement peu de centres chorégraphiques nationaux avec des compagnies de ballet. En revanche, il y a énormément de compagnies de danse qui bougent. Et cette légèreté, cette mobilité, elle est revendiquée par les artistes. Et le processus de création est souvent beaucoup plus court. Donc, il y a aussi une dérive de l'offre culturelle, je dis bien dérive, parce que je pense que c'est véritablement ça, avec une multitude de propositions très brèves. Et pour des gens qui sont des médiateurs culturels, non pas des institutions, mais à la base, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. C'est-à-dire que préparer une venue de personnes qui relèvent du non-public, on peut le faire sur 1 ou 2 jours avec des institutions telles que l'éducation nationale, etc. Préparer une venue d'un non-public pour un événement, lorsqu'on est médiateur à la base, habitant d'un immeuble social, c'est horriblement difficile. Et même le participatif est quelque chose qui doit être terriblement préparé en amont, sinon
Le tamis opère, et c'est toujours les mêmes. Hein. Il y a eu un portrait dans l'IB d'une fille qui était une urbaniste à la retraite. Je vais vous demander j'ai fini. Pour que les autres puissent poser leurs questions. Qui faisait un métier, finalement, de participer. Moi, je suggérerais vraiment un indicateur qui serait un indicateur temporel, véritablement. C'est-à-dire, plutôt que des chiffres, on a ramené ça, etc., sur un certain temps, avec un certain spectacle ou avec une certaine proposition, on a mis tant de temps à faire venir et revenir, parce que c'est la récurrence qui fait aussi le goût, on a mis tant de temps à voir revenir un certain nombre de personnes. Et je pense que la prise en compte du temps dans la proposition et dans la récurrence et la fidélisation du non-public, c'est un critère extrêmement important. Réaction rapide et puis très brièvement, parce que je suis frappé par la pertinence de votre réflexion, de votre observation. Je la pense très importante. Alors, on n'a pas le temps de le détailler ici, mais il y a beaucoup de raisons qui font que le processus de création n'est pas plus court quand on l'analyse dans toute sa durée, de la première conception jusqu'aux premières représentations dans un lieu subventionné, mais il est beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus éclaté. Il a tendance à s'étirer, alors que, au contraire, le temps de représentation a tendance à se contracter, comme vous l'avez justement dit, parce qu'on va aller chez plusieurs partenaires, dont certains d'ailleurs n'apportent pas des parts de coproduction en argent, mais en industrie ou en nature, et ça va donner des occasions effectivement d'action sur le territoire qui sont sollicitées par les établissements, qui sont souvent acceptées très volontiers par les artistes, qui trouvent même parfois une source d'inspiration, mais avec ce problème que d'abord c'est pas toujours rémunéré en proportion, qu'il va falloir rencontrer à un certain moment la limite du nombre d'heures ou de cachets qu'on peut déclarer au titre des interventions d'action artistique ou d'éducation artistique et culturelle pour obtenir les allocations, et surtout dans un temps d'imprégnation vis-à-vis de la ville qui est parfois trop court, sauf évidemment quand on est associé, compagnie associée à un lieu avec là quelque chose de plus grande durée. Donc je trouve très important de prendre en considération ce que vous dites dans cet ordre-là. Bonjour ou rebonjour. Alors, ma question s'adresse à Chloé Langeard et Marine Cordier, mais je pense en fait en y réfléchissant à l'ensemble des intervenants. Et malgré que le timing soit serré, j'aimerais, s'il vous plaît, avoir quelques éléments de réponse si cela a été possible. Je voudrais revenir sur une des notions, notamment sur le métier d'administrateur, mais qui n'est pas que celui-ci, mais sur la notion d'équilibre budgétaire comme impératif descendant, un des critères de l'impératif évaluatif que vous avez si bien décrit. Et notamment sur un aspect, je ne sais pas s'il est prévu qu'il soit abordé, puisque en termes d'inclusion et d'empreinte citoyenne, sur l'aspect des tarifs. Donc je sais que c'est quelque chose d'éminemment sensible, que souvent on n'aime pas aborder, mais qui sont considérés à tort ou à raison, je dis bien à tort ou à raison, donc je ne prends pas parti, comme parfois trop élevés, notamment à destination des classes populaires, et ce n'est pas Hortense Archimbaud ni son homologue d'Evry qui me diront le contraire. Je prends des exemples très concrets, non pas pour cibler et pour incriminer qui que ce soit, mais c'est pour objectiver d'un point de vue factuel. À Chaillot, par exemple, une personne qui est au SMIC, donc qui ne rentre pas dans les critères sociaux, je précise bien, peut payer un spectacle 43 €. À l'inverse, à la scène nationale d'Evry, par exemple un spectacle merveilleux comme celui de Nomade de Sidi Darbi-Charkaoui qui est passé très récemment, je crois de mémoire que le tarif plein était à 12 €. Donc on est bien, alors évidemment on va me dire les structures ne sont pas les mêmes, les frais fixes ne sont pas les mêmes, etc. Mais sauf que quand me semble-t-il, quand on examine sur le fond, il y a parfois des choix qui sont faits avec un savant dosage, etc.
Donc est-ce que, soit sur l'aspect administrateur, soit sur l'aspect évaluatif, on pourrait éventuellement aborder ce sujet-là, comme d'autres, à savoir qu'aujourd'hui encore, il y a certains établissements, peut-être avec des impératifs sur lesquels ils n'ont pas de marge de gestion, ont certaines rigidités entre guillemets et au sens très neutre du terme, à savoir par exemple qu'une personne d'un quartier populaire, je vais théoriser, mais qui aurait réservé, qui ne pourrait plus, par exemple, il y a certains établissements qui aujourd'hui ne font pas d'annulation, il n'y a pas possibilité d'annuler, il n'y a pas possibilité de remplacer par un autre spectacle, il n'y a pas possibilité d'avoir un avoir. C'est des choses très concrètes. Enfin, voilà. Donc, est-ce que l'ensemble des intervenants ou certains d'entre vous pourraient éclairer ces points-là, en sachant, pour moi, ça fait partie de l'empreinte citoyenne et d'aller vers les citoyens, notamment les plus défavorisés. Merci. Je crois voir qu'Hortense voulait peut-être répondre. Je ne sais pas si c'est une réponse, donc Hortense Archambault, à votre question directement, mais c'était plus une remarque générale, mais je pense qu'elle peut répondre à votre question. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évaluation, elle porte sur un projet. Et quand même, je pense que bien sûr, on a des cahiers des charges, nos missions sont extrêmement encadrées, mais ce qu'il faut bien comprendre et ce qui peut-être est intéressant de mettre en avant, y compris dans le fait de comparer des projets qui sont dans des territoires qui ont des similitudes et des différences entre nos deux scènes nationales et le travail de 4 ans qui a été fait, c'est qu'on a aussi dû expliciter nos projets et dire finalement, voilà, nos projets portés par Christophe Blandin et son équipe et par moi-même et mon équipe. Et du coup, les choix de gestion, finalement, sont aussi à défendre par rapport aux projets qu'on porte. Et je pense que la différence de prix des tarifs qu'on voit sur la région francilienne, par exemple, c'est quand même extrêmement lié à des projets, à des adresses, puisque finalement, il y a un même spectacle peut être proposé à des tarifs extrêmement différents. Donc, je dis ça parce que ce que j'ai entendu là, dans notamment les interventions d'Emmanuel Vallon et de Chloé Langeard, cette approche sociologique, elle est très intéressante parce qu'elle raconte un état de fait. J'ai envie de dire que d'une certaine manière, elle ne raconte pas des dynamiques qui sont à l'œuvre, me semble-t-il, même si j'espère que vous prendrez pas mal ma réflexion, mais en tout cas, cette question de la manière d'appréhender l'évaluation, ce que moi j'ai eu le sentiment d'avoir vécu pendant ces 4 dernières années dans cette recherche-action ne reflète pas du tout l'état des lieux que vous avez présenté, et certainement parce qu'on est en train de bouger beaucoup, je pense, sur ces questions-là, et peut-être que le secteur professionnel s'est emparé, comme vous l'avez noté par les comportements des administrateurs de ces questions-là, mais c'est emparé beaucoup plus largement de ces questions-là, c'est-à-dire d'essayer, comme l'a indiqué Bruno Miquel, d'en faire un vrai élément de possibilité d'un débat public sur la légitimité d'avoir une politique publique culturelle et notre légitimité d'inscription dans les endroits où nous sommes. Et c'est passionnant. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, me semble-t-il, quelque chose que moi je vis, et je ne sais pas si Christophe, mais je pense que tu es d'accord, mais voilà, comme une chose imposée, c'est une chose qui est désirée et qui participe même de la manière dont nous pensons qu'il faut mener nos projets. Encore une fois, dans un cadre public. Voilà. Donc je dirais qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, qui est en train de bouger beaucoup, quoi. Et on va essayer d'en parler demain. Donc venez à Évry. Merci. Oui, une chose dont moi j'avais l'intention de parler demain, mais je peux dire un mot sur la question qui nous était posée. Moi, une des vertus de ce travail, c'est que ça m'a obligé à formaliser ou confirmer une espèce d'intuition, c'est que l'évaluation, c'est un formidable outil de négociation. Alors probablement mon passé de syndicaliste m'a durablement marqué, mais je trouve que c'est un endroit absolument passionnant de situation, de négociation avec non pas des tutelles, mais avec des partenaires.
fût-il financier. Et que du coup, faire un peu de teasing, venez à demain à Évry, on parle à la suite, et que cette dimension-là, elle suppose une clarification pour soi-même, son équipe, ses pairs et ses partenaires. Donc ça, c'est une des vertus du travail. La deuxième chose, pour inscrire dans ce que disait Hortense, moi j'ai l'impression, alors comme je parle devant un parterre en partie d'universitaire, excusez l'imperfection de ma remarque, mais je n'ai plus la référence, mais dans un de ces textes, j'ai souvenir qu'Edgar Morin expliquait que les idées, personne ne les créait, qu'elles étaient collectivement, c'est écrit mieux que ça, je vous rassure, collectivement portées, maturées, et qu'à un moment, quelques-uns les traduisaient, mais que c'était jamais que des avant-gardes d'une chose qui était en train de mûrir. Moi, j'ai envie de vous renvoyer à un travail qu'on avait fait il y a une dizaine d'années, qui nous avait valu dans le secteur professionnel quelques reconnaissances. C'était un groupe qui s'appelait « On est un certain nombre ». Et moi, j'ai l'impression que, je le dis très tranquillement, parce que j'ai eu le plaisir de participer à cette aventure de l'origine, mais j'ai envie de dire, on est un certain nombre, et que probablement, il y a 4 ans, on était un certain moindre nombre, et qu'il y a 8 ans, on était peut-être un nombre incertain, et puis peut-être qu'on n'existait pas il y a 12 ans. Mais après tout, ça nous fait des Olympiades à chaque fois, et puisqu'on est en Seine-Saint-Denis, on va concourir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet état de maturation, il est très diffus, mais il est à l'œuvre aujourd'hui. Il est à l'œuvre de manière imparfaite et parfois informelle, mais cette configuration, telle que vous l'avez décrite, je pense qu'elle témoigne, et malheureusement, j'ai envie de dire, parce que j'assume suffisamment une position minoritaire dans ce secteur professionnel régulièrement, mais cette configuration, elle est à l'œuvre d'une chose qui est en train aujourd'hui de frémir, de bouger, de se décaler. Oui, peut-être juste pour rebondir, on va défendre les sociologues. Non, juste pour dire qu'effectivement, il y a 2 ans, j'étais intervenue plus spécifiquement sur l'évaluation, et je montrais notamment que l'évaluation, c'est un outil de négociation avec les collectivités territoriales. C'est pas ça ce qu'on... Alors, il faudrait peut-être qu'on vous fassiez partie finalement de notre échantillon, puisque effectivement, l'évaluation désirée, on l'a pas beaucoup vue, ça c'est sûr. En tout cas, sur le côté chronophage, hein, c'est clair, Emmanuel, hein, aujourd'hui ça prend parfois jusqu'à 60% de leur travail, et parfois certains nous disaient qu'ils se sentaient très seuls sur ces tâches-là, des tâches plutôt chronophages. Sur le groupe, on est un certain nombre, j'ai eu l'occasion de le suivre notamment à travers Éric Aubry et bien d'autres, hein. Il y avait aussi la directrice du Grand T. Mais pour dire que je pense que vous êtes un peu avant-gardiste, encore une fois, qu'il y a une dynamique, que cette dynamique, elle est diffuse, mais elle n'est encore pas du tout appropriée par l'ensemble des administrateurs et administratrices qu'on a pu rencontrer, qui, effectivement, sont encore, alors, à leur niveau, hein, sont encore dans du bricolage, et c'est effectivement d'adapter des outils, vont même parfois en créer, mais ne sont pas encore dans cette dynamique collective que vous impulsez, ne sont pas forcément au courant d'ailleurs, hein, de ces dynamiques-là. Donc effectivement, on ne peut que valoriser, hein, le fait que vous soyez acteur, actrice de cette dynamique-là, mais je ne crois pas qu'elle soit généralisée. En tout cas, nous, on a pu rencontrer quand même des acteurs qui étaient à la fois très parisiens et pas du tout en région, dans des théâtres, dans des compagnies, labellisées ou pas, des petites régies municipales, etc. Et ce n'est pas du tout ce qui ressort, en tout cas, de notre échantillon. Mais effectivement, il faudrait qu'on puisse peut-être vous interviewer pour faire ressortir aussi cette dynamique, cette tendance de fond. Je propose de prendre une... Alors, il y a déjà une question là-bas. Peut-être une dernière question, de manière à ce qu'on puisse... Alors, relève, comme l'a dit Hortense Archambault, d'un projet, mais aussi peut-être d'une adaptation à une situation locale, à des clientèles, il faut bien dire le mot, qui ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est une question que ni les sociologues ni les praticiens
question qui appartient aux tutelles. Faut-il imposer des grilles tarifaires dans l'ensemble du théâtre public et par exemple pour un même spectacle lorsqu'il est en tournée? On sait très bien que aller voir par exemple de Joël Pomera Ça ira fin de Louis, c'est déjà pas pareil quand on est dans un théâtre public et quand on est au théâtre de la Porte Saint-Martin, et c'est pas pareil non plus quand on est dans telle scène et dans telle autre, avec aussi des critères de bassin d'offres de spectacles, parce que quelquefois dans une ville comme une agglomération comme l'agglomération francilienne, il y a une véritable concurrence entre les lieux, alors que j'évoquais Chalon-sur-Saône ou d'autres villes, Reims ou ailleurs, cette concurrence est moindre. Donc c'est une question complexe, mais je ne crois pas qu'il y ait volonté ici d'y échapper. Puis juste un petit mot amusé pour décrypter la situation aux oreilles et aux yeux de l'assistance. Bon, avec Christophe et Hortense, on se connaît bien, et n'imaginez pas qu'on est en train de rejouer un énième épisode de l'opposition théoricien dans les nuages et praticien dans le cambouis. Christophe contribue à beaucoup de comités de rédaction auxquels je fais part et à beaucoup de cercles de réflexion. Hortense apporte aussi des réflexions vraiment sur le fond d'un engagement politique dans le domaine des arts. Et puis avec Chloé, Marine, on essaye tous à notre place d'être quand même des observateurs un peu attentifs et un peu imbibés des questions du terrain. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, cet état de la profession, des professions et des collectivités n'est pas partout identique. Moi, j'ai été vendredi de la semaine précédente à un colloque au Conseil d'État où je me suis retrouvé devant 4 directeurs, directrices d'établissements publics nationaux, et je peux vous dire que le discours n'était pas du tout le même, l'interprétation de la mission de service public n'était pas la même, la défense du budget avec aussi très bonne instrumentalisation des critères quantitatifs était très rugueuse. Et je constate que tout ça fait encore débat. Je suis content qu'on soit passé d'un certain nombre à un nombre certain, mais il y a encore un petit peu du boulot. Je propose de prendre une dernière question, relativement courte si possible, avec des réponses relativement courtes, de manière à ce qu'on puisse garder un temps pour manger. Non, Mathias Troncal, donc à la MC 93. C'était plus une remarque, puisque dire peut-être de contextualiser, effectivement, vous avez orienter votre recherche sur la question de l'évaluation via les administrateurs. Il faut savoir, et c'est peut-être en écho à ce que disait Hortense et du coup en écho à ce que disait M. Micol sur la question de est-ce qu'il faut évaluer par le financement. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, dans un certain nombre d'institutions, et c'est là où ce n'est pas encore tout à fait visible, et je pense que d'ailleurs les participants et la sociologie des participants de cette matinée en témoigne, c'est qu'il y a un certain nombre en fait, de personnes qui, dans les théâtres ou dans les institutions, justement évaluent de manière peut-être plus invisible, mais je crois qu'en fait, il ne faut absolument pas focuser la question de l'évaluation sur la question de l'administration. Aujourd'hui, un certain nombre, et d'ailleurs, on le voit, et d'organisations et d'équipes, notamment les équipes autour des publics, est en ébullition, est en bouillonnement sur ces questions justement d'évaluation et de manière en fait d'ancrer, on va dire, un établissement culturel sur un territoire, ou bien en fait justement de rejouer, de renouveler, de re-questionner les paradoxes ou les contradictions que Emmanuel Vallon a parlé, qui sont, semble-t-il, des paradoxes qui n'ont peut-être plus forcément lieu d'être dès lors que, par exemple, on est dans effectivement ces services, que ce soit au service de la communication, de la billetterie, des publics, ou même de la technique, qui participent aussi à ces efforts et ces actions de médiation. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est non plus forcément de penser l'évaluation autour de la question de l'administration et des critères et de la relation, on va dire, classique et normée avec les partenaires, mais aussi, on va dire, d'agrandir, d'élargir cette question de l'évaluation à l'ensemble des métiers, des organisations et des personnes qui se trouvent au sein des équipes. Et dès lors qu'on ouvre le focus, on se rend compte qu'un certain nombre, effectivement,
effectivement d'évaluations sont en cours et que ces évaluations, elles sont extrêmement riches et elles se complètent les unes par rapport aux autres. On va dire l'évaluation de l'expertise, par exemple, des projets artistiques avec les équipes de production et les équipes techniques. 2, l'évaluation, en fait, justement, de ce lien, de l'empreinte civique, ou on va dire de la relation d'un lieu et de son projet par rapport effectivement à un territoire et à des publics et à des habitants avec les équipes de la communication, des publics, de la billetterie et de l'accueil. Et 3, de façon complémentaire, une évaluation qui est souvent peut-être trop visible aujourd'hui, mais qui est nécessaire et qui doit continuer de perdurer, qui est effectivement l'évaluation liée à la question, aux questions administratives, à la question de la gestion. Et c'est, je crois, en fait, cette complexité-là qu'il faut traduire aujourd'hui, qu'il faut mettre à vue et qui se joue aujourd'hui dans l'ensemble des institutions publiques théâtrales. Et si je peux ajouter un élément, juste un élément, je pense qu'à cette évaluation-là, on pourrait aussi s'interroger, je l'ai dit peut-être pas assez souligné, à l'impact que ça a aussi sur tout simplement ceux qui font vivre ces maisons. Les artistes, les musiciens, les conteurs, les magnétistes, les danseurs, les chorégraphes. Je veux dire, comment un lieu culturel porte aussi son empreinte sur le parcours, sur la structuration d'une équipe. Je veux dire, un artiste ne va pas vivre de la même façon une diffusion simple d'un projet situé ou d'un projet participatif ou d'émancipation. Je veux dire, qu'est-ce que ça change aussi dans l'acte artistique en tant que tel, l'acte de création, et qui est un élément qui, alors là, pour le coup, absolument jamais traité dans aucune auto-évaluation ou évaluation d'une scène labellisée de l'État ou non État. Merci beaucoup pour à la fois les présentations et les échanges qu'on a pu avoir à la suite. Je propose donc de prendre la pause pour manger. On se retrouve à 14h45 dans 2 sessions parallèles pour poursuivre les échanges. Bon appétit.